J'ai pris l'avion pendant 18 heures pour le mariage de ma sœur, mais mes parents m'ont renvoyé. Tu n'as pas ta place ici. Je suis parti. 3 jours plus tard, maman a appelé. La facture du mariage est de 38,000 $. Nous avons besoin de ton argent. J'ai ri. Vous avez dit que je ne faisais pas partie de la famille. Puis j'ai raccroché. Leur cauchemar a commencé. Mon nom est Elisa Fairchild. J'ai 33 ans et il y a 3 mois, mes parents m'ont appris à quel point le mot famille comptait peu pour eux. J'avais voyagé près de 18 heures d'Hawaï à la Caroline du Nord pour le mariage de ma jeune sœur. Je suis arrivé avec un cadeau soigneusement emballé, croyant encore que quelqu'un serait heureux de me voir. Au lieu de cela, ma mère s'est placée devant l'entrée et m'a bloqué le passage. Mon père se tenait à côté d'elle sans même m'adresser un salut. Ma mère m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Seule la famille est autorisée à l'intérieur. Tu n'étais pas invité. » Par avant de mettre ta sœur dans l'embarras. J'ai cru que je l'avais mal comprise. J'avais déjà payé un acompte de 4,2 cents pour le lieu, le traiteur, les fleurs et la photographie. Il s'attendait à ce que j'approuve 38,000 $ supplémentaires après la réception. Pourtant, lorsque la mère du marié s'est approchée et a demandé qui j'étais, ma mère a prétendu que j'étais lié au service de facturation du mariage et que j'étais arrivé au mauvais moment. Mon père ne l'a pas corrigé. J'aurais pu tout révéler sur le champ, mais j'ai refusé de transformer la cérémonie de ma sœur en une dispute publique. J'ai ramené mon cadeau à la voiture de location et je suis parti alors que le mariage commençait sans moi. 3 jours plus tard, ma mère a finalement appelé. Elle ne s'est pas excusée et n'a pas demandé si j'étais rentré saine et sauve. Sa première question a été, la facture est de 38,000 $. Comment vas-tu la payer? J'ai ri et lui ai donné une réponse qui l'a laissé bouche bée. Avant de vous dire exactement ce que j'ai dit, dites-moi quel temps il fait là où vous êtes et si cela correspond à votre humeur aujourd'hui. Aussi, d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Si vous aimez les histoires sur la famille, les limites et le courage de cesser d'être utilisés, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 5 mois en arrière, à l'appel téléphonique qui a tout déclenché. 5 mois plus tôt, j'étais assise dans mon appartement à Honolulu, en train d'examiner un rapport de conformité d'un hôpital, lorsque ma jeune sœur Phoebe m'a appelé sur FaceTime. Elle a tenu sa main gauche si près de la caméra que la bague en diamant est devenue floue. Elle a crié que Grant Caton l'avait demandé en mariage lors d'un week-end dans les Blue Ridge Mountains. J'étais sincèrement heureuse pour elle. Phoebe avait 25 ans, 7 ans de moins que moi, et rêvait de son mariage depuis l'enfance. Grant semblait stable et responsable, et il travaillait dans les opérations pour l'entreprise de villégiature montagnarde de sa famille. Pendant que Phoebe parlait de robes et de fleurs, j'ai remarqué ma mère, Denise, qui bougeait derrière elle. Quand j'ai dit que je demanderais un congé et vérifierais les vols, maman s'est penchée dans le cadre et m'a dit de ne pas encore faire de plan. Elle a dit que le mariage serait petit et que voyager depuis Hawaï coûtait cher. Je lui ai rappelé que Phoebe était ma seule sœur. Maman a forcé un sourire et a dit que la liste des invités n'était pas définitive. Phoebe a rapidement changé de sujet et a décrit la verrière surplombant le lac Mirror où elle voulait se marier. L'appel s'est terminé, mais la réaction de maman m'est restée en tête. Elle ne semblait pas s'inquiéter pour mon billet. Elle semblait s'inquiéter que je puisse réellement venir. Une semaine plus tard, maman et papa ont appelé ensemble. Cela signifiait généralement de l'argent. Mon père, Russell, possédait un atelier de menuiserie sur mesure à l'extérieur de Pine Haven, en Caroline du Nord. Il construisait des armoires et des installations pour des maisons de vacances chères, mais en privé, je savais que l'entreprise était en difficulté. Une machine était tombée en panne, les clients payaient en retard et la banque avait réduit son crédit. Maman a commencé par me rappeler à quel point Phoebe m'admirait. Papa a expliqué que le lieu et les fournisseurs exigeaient des acomptes immédiats. La famille de Grant couvrirait le dîner de répétition, le transport et la lune de miel, tandis que notre famille avait promis de payer pour la cérémonie et la réception. Papa a qualifié le problème de trésorerie temporaire. Maman a dit qu'ils avaient seulement besoin d'un tiers payeur fiable pour tout garantir. J'ai demandé le total. Après une pause, papa a dit 42,2 cents. Maman a rapidement expliqué que je ne paierais que l'acompte de 4,2 cents et autoriserait les fournisseurs à demander l'approbation finale après le mariage.
Elle a promis qu'il s'occuperait des 38,000 dollars restants. J'ai demandé pourquoi la famille de Grant ne pouvait pas utiliser une de leurs cartes. Maman est devenue sur la défensive et a dit que les Catton payaient déjà assez. Papa voulait prouver que notre famille pouvait honorer sa part. Puis il a mentionné que les complexes hôteliers Catton prévoyaient de rénover plusieurs chalets de location et que son atelier pourrait être considéré pour le contrat de menuiserie. Soudain, le mariage ne concernait plus seulement Phoebe. Il concernait aussi l'entreprise de papa, la réputation de maman et un contrat qu'il voulait désespérément. J'aurais dû refuser. J'avais déjà couvert un manque à payer d'impôts fonciers, une partie des frais de scolarité de Phoebe et du matériel de remplacement pour l'atelier. Chaque fois, il me remerciait jusqu'à ce que l'argent arrive. Pourtant, je ne voulais pas que Phoebe perde son lieu de réception parce que j'en avais assez d'être responsable. J'ai accepté d'examiner les documents parce que je travaillais comme auditrice principale de la conformité des soins de santé. J'ai lu chaque ligne. Les hôtes de l'événement étaient Russell Fairchild, Denise Fairchild, Phoebe Fairchild et Grant Keaton. Mon nom n'apparaissait que sur une autorisation de paiement par un tiers distinct. Cela m'autorisait à payer la compte et exiger mon approbation écrite avant que le solde final puisse être facturé. Si je refusais, les hôtes de l'événement restaient responsables. J'ai surligné cette section et l'ai envoyée par courriel à mes parents. Maman a dit que c'était une formulation standard et que cela n'aurait jamais d'importance. J'ai signé et payé la compte. Maman m'a appelé sa sauveuse. Phoebe a envoyé des émojis en forme de cœur et a écrit « Meilleure sœur de tous les temps ». 2 jours plus tard, elle a créé un groupe de discussion pour la planification du mariage. Je l'ai appris lorsqu'elle m'a envoyé accidentellement une capture d'écran, mais je n'y avais pas été incluse. Elle a dit que le groupe était pour les personnes vivant à proximité, et que le décalage horaire rendait ma participation peu pratique. Un mois s'est écoulé sans invitation. Phoebe a ri quand je lui ai demandé si elle avait mon adresse et a dit que la famille immédiate n'avait pas besoin d'invitation formelle. Puis maman m'a demandé de ne rien publier sur le mariage parce que la famille de Grant appréciait la vie privée. Même si Phoebe continuait de publier des essayages de robes, des dégustations de gâteaux et des visites du lieu. Chaque fois que les Catton apparaissaient, mes parents agissaient comme s'ils finançaient tout. Maman a écrit qu'elle et papa offraient à leur fille le mariage de ses rêves. Papa a publié que des années de travail acharné avaient rendu cela possible. Aucun d'eux ne m'a mentionné. Je me suis dit que je n'avais pas besoin de reconnaissance, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Dans mon travail, je n'ignorais jamais les incohérences. Avec ma famille, j'ignorais tout le monde. 2 semaines avant le mariage, je n'avais toujours pas d'invitation ni de programme. Phoebe a insisté sur le fait que j'étais automatiquement incluse parce que j'étais sa sœur. Elle m'a dit de porter du bleu marine ou du vert foncé et a dit que la cérémonie commençait à 14 heures. Quand j'ai posé des questions sur le dîner de répétition, elle l'a qualifié de rassemblement pour le cortège et la famille locale immédiate. La phrase n'avait aucun sens, mais j'ai laissé tomber. J'ai demandé 5 jours de congé et réservé des vols de Honolulu à Asheville en passant par Los Angeles et Atlanta. Avec les escales et les retards, le voyage prendrait près de 18 heures. J'ai réservé une voiture de location et un hôtel et j'ai acheté à Phoebe et Grant un ensemble de bagages en cuir pour leur lune de miel. 3 jours avant mon vol, Phoebe a publié des photos du dîner de répétition. Elle se tenait entre maman et Lauren Keaton sous une bannière qui disait « Deux familles qui n'en deviennent qu'une ». La légende disait « Entourée de tous ceux qui nous ont portés jusqu'à ce moment ». J'avais payé la compte qui avait garanti le mariage, pourtant je ne faisais pas partie de la famille qu'elle créditait. J'ai envoyé un texto à Phoebe. 4 heures plus tard, elle a dit que le dîner était devenu un rassemblement de dernière minute et qu'il n'y avait pas eu le temps de me le dire. J'étais encore à Hawaï, donc l'excuse était inutile. La nuit avant mon départ, maman m'a dit de ne pas venir à la maison après l'atterrissage. Elle a dit que tout le monde serait épuisé et que les chambres étaient remplies de décorations. Elle m'a demandé d'arriver au lieu de réception peu avant la cérémonie car il n'y avait aucune raison de venir plus tôt. J'ai demandé si Phoebe avait besoin d'aide pour se préparer. Maman a répondu trop rapidement que la chambre de la mariée était bondée. Pendant le vol, je me suis convaincu que le stress du mariage expliquait tout. Les familles devenaient désorganisées. Les mariées devenaient distraites. Les mères devenaient contrôlantes. J'ai rédigé un petit discours sur la façon dont Phoebe s'entraînait à des mariages dans notre jardin quand elle avait 8 ans. Quelque part au-dessus du Pacifique, je l'ai lu tranquillement et j'ai souri.
Je croyais encore que je le prononcerais à la réception. Après avoir atterri, j'ai envoyé un texto à maman, papa et Phoebe. Papa n'a pas répondu. Phoebe a envoyé un pouce levé. Maman a répondu près d'une heure plus tard avec 3 mots. Cérémonie à 14 heures. Personne n'a posé de questions sur le vol ni ne m'a invité à dîner. À l'hôtel, j'ai appelé Phoebe, mais elle a laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. J'ai laissé un message joyeux lui disant que je l'aimais. Elle n'a jamais rappelé. L'après-midi suivant, je suis arrivé au conservatoire du lac Mirror 20 minutes avant la cérémonie. À la table d'enregistrement, l'employé a cherché sur la liste imprimée et la tablette, puis m'a demandé si je pouvais être inscrite sous un autre nom. Je lui ai dit que j'étais la sœur de la mariée. Son sourire a disparu et elle a contacté la famille. Maman et papa sont apparus moins de 2 minutes plus tard. Maman portait une robe bleue argentée. Papa portait un costume sombre. Aucun des deux ne souriait. Maman s'est arrêtée devant moi et m'a demandé ce que je faisais là. J'ai ri parce que la question semblait absurde. J'ai dit que j'étais là pour le mariage de Phoebe. Maman a jeté un coup d'œil vers les invités et a baissé la voix. Seule la famille est autorisée à l'intérieur, a-t-elle dit. Tu n'es pas invité. Pars. J'ai regardé papa, attendant qu'il l'arrête. Au lieu de cela, il m'a dit que j'aurais dû comprendre la situation et ne pas embarrasser Phoebe. J'ai demandé de quelle situation il parlait. Maman a dit que ce n'était pas le moment de discuter des problèmes familiaux. Je lui ai rappelé qu'elle m'avait appelé sa sauveuse quand elle avait besoin de la compte. Étais-je de la famille quand vous aviez besoin de ma carte, ai-je demandé. Elle m'a dit de baisser la voix. Lauren Keaton s'est approchée dans une élégante robe crème et a demandé si tout allait bien. Pendant une seconde, je m'attendais à ce que maman me présente. Au lieu de cela, elle a souri et a dit que j'étais lié au service de facturation de l'organisateur de mariage et que j'étais arrivé au mauvais moment pour discuter d'une facture. Lauren a semblé confuse et a dit qu'elle pensait que les finances étaient réglées. Maman a ri nerveusement et a qualifié cela de problème administratif mineur. Papa a laissé le mensonge perdurer. J'aurais pu dire à Lauren que j'étais leur fille aînée, que j'avais voyagé près de 18 heures, et que la compte venait de moi. Puis j'ai vu Phoebe à l'intérieur du couloir de verre, portant sa robe de mariée. Nos regards se sont croisés. Elle n'a pas eu l'air surprise de me voir dehors. Elle avait l'air effrayée, mais elle n'a pas bougé ni appelé mon nom. Elle s'est détournée. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle savait. J'ai dit à mes parents que j'avais bien entendu leur décision, puis je suis retourné à la voiture de location en portant mon cadeau. Maman m'a crié de ne pas être dramatique. Je me suis assise derrière le volant, incapable de démarrer le moteur. J'avais cru que si je continuais à me montrer et à résoudre leurs problèmes, ils finiraient par me traiter comme si j'appartenais à la famille. Au lieu de cela, ils ont accepté mon argent et m'ont effacé. J'ai supprimé le discours de mon téléphone. Puis mes instincts professionnels ont pris le dessus. J'ai noté l'heure, le lieu, les mots exacts et les noms des témoins, puis je me suis envoyé les notes par courriel pour avoir un horodatage. Alors que la musique de la cérémonie commençait, une notification du lieu est apparue. Rapprochement du paiement final disponible. Approbation requise avant lundi midi. La facture était de 38,000 $. En bas se trouvaient 2 options, approuver le paiement ou refuser l'autorisation. J'ai regardé le conservatoire où ma famille célébrait sans moi, puis le mot refusé. Pour la première fois de la journée, j'ai ressenti de la clarté. Je suis retourné à l'hôtel, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai téléchargé tous les contrats de mariage. Je ne voulais pas que la colère prenne la décision. Je voulais que les documents me disent ce que je pouvais légalement faire. Les contrats du lieu, du traiteur, du fleuriste et de la photographie listaient tous mes parents, Phoebe et Grant, comme les hôtes de l'événement. Mon autorisation était distincte. J'avais payé un acompte non remboursable de 4,2 cents et accepté que les fournisseurs puissent demander mon approbation pour le solde final. Aucun paiement ne pouvait être traité sans ma confirmation écrite. Si je refusais, les autres restaient responsables. Je n'annulais pas de service ni ne demandais aux fournisseurs d'absorber une perte. Je refusais seulement de donner volontairement 38,000 $ de plus. Ce soir-là, Phoebe a laissé un message vocal. Elle a dit que la cérémonie avait été magnifique et que la réception se déroulait parfaitement.
Puis elle s'est excusée que les choses soient devenues gênantes à l'extérieur. Elle a prétendu que maman avait paniqué parce qu'on avait dit au Caton que je ne serais pas présente. Elle n'a pas expliqué pourquoi, n'a pas demandé où j'étais, ni vérifié si j'allais bien. Sa voix s'est réchauffée lorsqu'elle a mentionné la facture. Elle m'a rappelé d'approuver le rapprochement final et m'a remercié d'avoir rendu possible le jour de ses rêves. Elle a terminé en m'appelant la meilleure sœur que l'on puisse souhaiter. J'ai écouté 2 fois. La deuxième fois, j'ai compris ce que la phrase signifiait. J'étais la meilleure sœur quand je résolvais les problèmes, payais les factures et acceptais le manque de respect en silence. Vers 21h, tante Nadine a appelé. C'était la sœur aînée de papa et une avocate médiatrice à la retraite. Elle avait assisté au mariage et avait remarqué mon absence. Elle m'a dit que maman avait fait un discours sur la façon dont elle et papa s'étaient sacrifiés pendant des années pour offrir à Phoebe la célébration parfaite. Papa a remercié les Catons de faire confiance à la famille Fairchild. Tante Nadine savait que l'atelier était en difficulté, alors le discours l'a rendue perplexe. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle a demandé quel nom figurait sur les contrats et si mon autorisation nécessitait une approbation finale. Puis elle a dit, fais exactement ce que les documents permettent. Garde tes dossiers et laisse les adultes qui ont signé rester responsables. Son conseil m'a apaisé. Le calme ne devait pas signifier la capitulation. Le dimanche matin, 4 factures sont arrivées. Le lieu demandait 16,000 $, le traiteur 12,5 cents, le fleuriste 5,7 cents et le photographe 3,8 cents. J'ai appelé chaque entreprise et confirmé que le refus redirigerait le solde vers les hôtes de l'événement. Aucun fournisseur ne perdrait d'argent, et les hôtes auraient 5 jours ouvrables pour organiser le paiement ou un plan. J'ai demandé une confirmation écrite. Puis j'ai cliqué sur refuser l'autorisation sur chaque facture. J'ai écrit que je n'avais pas assisté ni reçu les services contractuels et que je ne fournirais pas de paiement volontaire. Je n'ai pas mentionné la dispute ni insulté qui que ce soit. J'ai sauvegardé chaque confirmation avec les contrats et j'ai changé mon vol pour le lundi matin. Avant de partir, j'ai placé le cadeau de Phoebe dans ma valise. L'envoyer par la poste aurait été une autre façon de prétendre que rien ne s'était passé. À l'aéroport, maman m'a envoyé un texto, « J'espère que tu as eu le temps de te calmer. Nous en discuterons après la lune de miel. » Je n'ai pas répondu. Pendant le vol, j'ai dormi plusieurs heures et je me suis réveillé au-dessus du Pacifique en ressentant quelque chose d'inhabituel. Le soulagement. Quand j'ai atterri à Honolulu, personne n'avait demandé si j'avais voyagé en toute sécurité, mais les factures seraient redirigées le mardi matin. Je savais exactement quand ils se souviendraient de mon existence. Maman a appelé à 9h14 le mardi matin, 3 jours après le mariage. Sa voix était douce et joyeuse. Elle a demandé si j'étais bien rentré et a dit qu'elle espérait que je m'étais reposé. C'était la première fois qu'un membre de ma famille immédiate posait des questions sur mon voyage. Puis elle a dit que les mariages étaient émouvants et que l'incident à l'entrée avait été un malentendu regrettable. J'ai demandé quelle partie elle avait mal comprise. Avait-elle oublié que j'étais sa fille? Ou que j'avais traversé le pays? Son ton a changé. Elle a dit que ce n'était pas le moment de rouvrir la dispute. Puis elle en est venue à la raison de l'appel. Les fournisseurs l'avaient contacté. Mon autorisation avait été refusée et les 38,000 $ restants avaient été transférés aux hôtes de l'événement. Elle a demandé comment je comptais payer. J'ai ri parce qu'elle semblait sincèrement confuse, comme si mon argent lui appartenait encore après qu'elle ait nié mon appartenance à la famille. Puis je lui ai donné la réponse qu'il a laissée bouche bée. Tu as dit que seule la famille était autorisée à l'intérieur, maman, alors la famille à l'intérieur peut payer. La ligne est restée silencieuse. Puis elle m'a accusé d'être puéril et de créer une crise financière pour une conversation inconfortable. Je lui ai rappelé qu'elle ne m'avait pas appelé sa fille devant Lorraine. Maman a dit qu'elle évitait une scène parce que les Catons avaient reçu une explication simplifiée sur notre famille. J'ai demandé ce que cela signifiait. Elle a admis leur avoir dit que j'étais brouillé avec la famille depuis des années et que j'avais refusé de participer au mariage. J'ai demandé pourquoi elle avait menti. Elle a dit que les Catons attachaient de l'importance aux familles unies, que papa avait besoin de leurs affaires, et qu'elle ne voulait pas que des complications nuisent à l'avenir de Phoebe. Je lui ai dit qu'elle voulait mon argent mais pas ma présence parce que je contredisais l'image qu'elle avait vendue. Sa voix est devenue plus aiguë. Elle m'a rappelé qu'elle m'avait élevé et avait soutenu mon éducation.
Puis elle a dit que l'atelier de papa pourrait faire faillite s'il perdait le contrat du complexe hôtelier. Je lui ai dit que ces décisions commerciales n'étaient pas de ma responsabilité. Elle a dit que Phoebe et Grant ne pouvaient pas commencer leur mariage avec une dette de 38,000 $. Je lui ai rappelé que 4 adultes avaient signé les contrats. Elle a menacé que les fournisseurs pourraient nuire à la réputation de papa. J'ai dit que la réputation n'était pas quelque chose que je pouvais acheter pour lui. Puis elle a dit que j'étais la sœur aînée et que je devais être mature. J'ai répondu que la maturité ne signifiait pas payer les gens pour qu'ils me manquent de respect. Maman a menacé de dire à tout le monde que j'avais abandonné la famille pour de l'argent. Je lui ai dit d'inclure la partie où elle avait accepté mon acompte et m'avait mise dehors. Elle a dit que je détruisais la famille. J'ai répondu que j'avais seulement arrêté de financer la version qui m'excluait. Elle a raccroché. Phoebe a appelé 20 minutes plus tard, déjà en larmes. Grant avait reçu les factures et voulait savoir pourquoi mon paiement avait été retiré. J'ai demandé si elle lui avait dit la vérité. Elle a dit qu'il était furieux parce qu'il croyait que maman et papa payaient. Il n'avait pas su que j'avais fourni la compte ou que je devais couvrir le solde. Phoebe m'a supplié d'approuver le paiement avant que ses parents n'apprennent tout. J'ai demandé si elle savait que maman prévoyait de me garder à l'extérieur. Elle a dit que maman lui avait dit que ce serait plus facile si je n'entrais pas dans le lieu. Elle a prétendu qu'elle ne savait pas que papa me parlerait de cette façon. Je lui ai rappelé qu'elle m'avait vu à travers la vitre et s'était détournée. Elle a dit qu'elle était à quelques instants de marcher jusqu'à l'hôtel et ne savait pas quoi faire. Je lui ai dit qu'elle avait fait un choix. Elle a choisi la cérémonie, l'image et l'argent plutôt que de me reconnaître. Puis elle a demandé si je pouvais payer la moitié. Même pendant ses excuses, elle calculait combien d'argent elle pourrait récupérer. J'ai dit que je discuterais de notre relation quand elle serait prête à parler sans mentionner de facture. Papa a appelé cet après-midi-là. Il a dit que les fournisseurs exigeaient un plan et que la situation affectait sa santé. J'ai demandé pourquoi il avait signé des contrats qu'il ne pouvait pas se permettre. Il a dit qu'il croyait que je comprenais la responsabilité familiale. J'ai demandé si cela incluait de rester silencieux pendant que maman m'appelait une employée de la facturation. Puis il a admis que le contrat du Canton Resort aurait pu valoir plusieurs centaines de milliers de dollars. Maman craignait que révéler un conflit familial ne fasse paraître les Fairchild peu fiables. Je lui ai dit que cacher sa fille et mentir sur l'argent du mariage le rendait peu fiable. Il m'a accusé de laisser son entreprise s'effondrer pour prouver quelque chose. J'ai demandé s'il avait jamais prévu de rembourser les 38,000 $. Il a dit que le contrat du complexe hôtelier fournirait finalement assez de revenus. Il s'attendait à ce que je porte la dette jusqu'à ce que papa bénéficie du mensonge. Ce soir-là, j'ai envoyé un courriel à maman, papa, Phoebe et Grant. J'ai joint les contrats et les confirmations montrant que les autres étaient responsables. J'ai déclaré que je n'autoriserais pas le paiement et j'ai demandé que toute communication financière reste par écrit. J'ai dit que toute relation future avec moi nécessitait une reconnaissance spécifique de ce qui s'était passé sans excuse, culpabilité ou demande d'argent. 1 heure plus tard, tante Nadine a appelé. Lorraine Keaton l'avait contactée. L'histoire financière s'effilochait, et Lorraine voulait savoir qui était vraiment la femme à l'extérieur du lieu. Tante Nadine m'a appelé avant de répondre aux questions de Lorraine. Je lui ai dit qu'elle pouvait partager la vérité, mais rien d'exagéré ou d'inventé. Lorraine a écouté pendant que Nadine expliquait que j'étais la fille aînée de Russell et Denise Fairchild, que je vivais à Hawaï et que j'avais voyagé près de 18 heures pour le mariage. Elle a expliqué que j'avais payé la compte, qu'on s'attendait à ce que j'approuve 38,000 $ de plus, et qu'on m'avait arrêté à l'entrée et présenté comme quelqu'un de la facturation. Lorraine a demandé à plusieurs reprises pourquoi mes parents feraient cela. Nadine a dit qu'elle devrait leur demander, ajoutant seulement que j'avais fait preuve de plus de retenue en partant tranquillement que la plupart des gens n'en auraient montré. Cet après-midi-là, Lorraine a demandé une réunion avec mes parents, Phoebe, Grant et son mari. Grant m'a raconté plus tard ce qui s'est passé. Lorraine a placé les contrats et les factures sur la table et a demandé à maman qui avait payé la compte. Maman a essayé de dire que l'argent venait de la famille collectivement. Grant l'a corrigé et a dit que le reçu indiquait ma carte. Lorraine a demandé à papa pourquoi il prétendait que les économies de l'entreprise payaient pour la réception. Papa a dit qu'il s'attendait à me rembourser après avoir obtenu de nouveaux contrats. Lorraine a demandé s'il voulait dire le contrat de rénovation de leur complexe. Il l'a admis.
Elle lui a dit que leur entreprise ne pouvait pas attribuer un contrat majeur à quelqu'un qui commençait la relation avec de fausses informations financières. Papa a soutenu que son savoir-faire n'avait rien à voir avec un conflit familial privé. Lorraine a dit que l'honnêteté et la fiabilité financière n'étaient pas privées lors de l'évaluation d'un entrepreneur. Son atelier a été retiré de la considération. Maman m'a reproché de refuser de coopérer. Lorraine a demandé comment je pouvais coopérer à un mariage auquel il m'était interdit d'assister. Maman a prétendu que j'étais brouillé avec la famille depuis des années. Phoebe a finalement admis que j'avais continué à aider la famille et à soutenir son éducation. Grant a demandé pourquoi elle ne lui avait jamais dit. Elle a dit qu'elle avait honte de la dépendance qu'ils avaient développée envers moi. Il a demandé pourquoi la solution était de prendre plus d'argent tout en prétendant que je n'existais pas. Elle n'avait pas de réponse. Lorraine a clairement indiqué que les Catons ne paieraient pas les 38,000 $. Ils avaient déjà couvert leurs dépenses convenues, et payer la part des Fairchild récompenserait la tromperie. Grant l'a soutenu. Lui et Phoebe ont annulé leur lune de miel et ont utilisé les remboursements et une grande partie de l'argent de leur cadeau de mariage pour payer une partie des fournisseurs. Ils ont contracté un prêt personnel pour le solde. Grant a insisté pour qu'ils restent aux deux noms car tous deux avaient signé les contrats. Phoebe a augmenté ses heures au studio de design et a plus tard accepté un poste à temps plein. Grant a exigé un conseil financier car il ne lui faisait plus confiance pour divulguer des informations importantes. Ils sont restés mariés, mais leur début n'avait rien à voir avec l'avenir sans effort que Phoebe imaginait. Papa a également fait face à des conséquences. Sans l'opportunité du complexe, il ne pouvait plus prétendre qu'un futur contrat résoudrait les problèmes de l'atelier. Il a vendu un vieux bateau de pêche et a utilisé l'argent pour le premier grand paiement aux fournisseurs. Il a retardé l'achat d'équipements et a négocié un plan structuré. Il a également dû admettre à ses employés que l'entreprise s'était développée trop rapidement et dépendait de revenus attendus. Les conséquences pour maman étaient principalement sociales. Pendant des années, elle avait construit une identité autour d'événements caritatifs, de collecte de fonds et d'être une mère dévouée. Lorraine siégeait avec elle dans un comité annuel de gala d'hôpital. Après avoir appris la vérité, Lorraine s'est retirée de leur rôle commun et a dit au comité qu'elle ne pouvait pas gérer les dons avec quelqu'un dont elle ne faisait plus confiance aux affirmations financières. Elle n'a pas révélé tous les détails, mais Pinaven était petite. Les questions ont suivi. Maman a décrit cela comme un malentendu impliquant une fille brouillée, mais les parents ont confirmé que j'avais continué à soutenir la famille. Tante Nadine a refusé de la couvrir. Quand maman l'a accusée de détruire la réputation de la famille, Nadine a dit qu'elle avait seulement arrêté de protéger un mensonge. En un mois, maman a démissionné du comité. Elle n'a pas été publiquement chassée de la ville, mais les gens qui acceptaient autrefois toutes les versions des événements ont commencé à poser des questions. Son image ne contrôlait plus la pièce. 2 semaines après le mariage, Phoebe a envoyé un long message s'excusant pour la lune de miel annulée, la colère de Grant et le prêt. Puis elle a demandé si je pouvais couvrir un paiement jusqu'à ce que son salaire augmente. Elle s'excusait toujours pour les conséquences, pas pour ce qu'elle m'avait fait. J'ai refusé et j'ai dit que j'écouterais quand elle serait prête à reconnaître son choix au lieu de réception. Un mois plus tard, papa m'a envoyé un courriel avec pour objet « Aucune excuse ». Il a admis qu'il savait que maman prévoyait de me garder à l'extérieur et qu'il avait accepté parce qu'il craignait de perdre le contrat Caton. Il a écrit qu'il avait choisi une opportunité commerciale possible plutôt que sa fille et n'avait aucune justification. Il a dit qu'il rembourserait la compte de 4,2 cents en 12 paiements mensuels. Il n'a pas demandé pardon ni mentionné sa santé. Le lendemain matin, 350 $ sont apparus sur mon compte avec la note paiement 1/12. Cela n'a pas réparé la relation, mais c'était la première excuse qui incluait la responsabilité au lieu d'une demande. Maman m'a également envoyé un message. Elle a dit qu'elle était désolée que tout ait été mal compris et m'a demandé de dire à Lorraine que le litige du mariage n'avait rien à voir avec les affaires de papa. Elle voulait mon pardon uniquement pour restaurer ce qu'elle avait perdu. Je n'ai pas répondu. Le silence n'était plus quelque chose qu'ils utilisaient pour m'effacer. C'était quelque chose que je choisissais pour me protéger. 6 mois après le mariage, ma vie à Honolulu semblait ordinaire de l'extérieur. Je travaillais toujours pour le même système de santé, j'examinais les politiques, j'interviewais les dirigeants et j'écrivais des rapports sur les risques que d'autres négligeaient, mais j'ai changé ma façon de vivre en dehors du travail. Pendant des années, j'ai accepté des missions supplémentaires,
répondu aux appels de la famille pendant les réunions et résolu les urgences avant de me demander si elle m'appartenait. Après le mariage, j'ai commencé une thérapie. Mon thérapeute a décrit mon schéma comme une surresponsabilité fonctionnelle. Je mesurais ma valeur à mon utilité. Quand ma famille avait un problème, je croyais que l'amour exigeait que je le résolve. S'ils m'ignoraient, j'essayais plus fort. S'ils avaient besoin d'argent, je traitais mes économies comme une ressource qu'ils pouvaient réclamer. La thérapie ne m'a pas appris à les haïr. Elle m'a appris à séparer la compassion de l'obligation. Je pouvais me soucier de papa sans financer son atelier. Je pouvais aimer Phoebe sans la protéger des conséquences. Je pouvais comprendre la peur du jugement de maman sans la laisser décider de ma place dans la famille. J'ai créé 4 règles financières. Je ne cosignerai jamais un prêt familial. Tout argent que je donnerai serait clairement identifié comme un cadeau ou documenté comme un prêt. Je ne fournirai pas de carte de crédit pour un événement que je ne contrôlais pas. Avant d'accepter une demande importante, j'attendrai au moins 72 heures. Ces règles n'étaient pas une punition. Elles me donnaient le temps de réfléchir avant que la culpabilité ne réponde pour moi. J'ai également partagé quelques principes lors d'ateliers sur le bien-être financier au travail. Je n'ai jamais utilisé les noms de ma famille, mais j'ai expliqué les accords de paiement par un tiers, la responsabilité légale et l'importance des dossiers écrits. Des collègues m'ont dit plus tard qu'ils avaient reconsidéré la cosignature de prêt ou le partage de cartes de crédit avec des parents. Transformer mon humiliation en connaissance utile a donné un sens à l'expérience. J'ai arrêté de passer les week-ends libres à attendre les urgences familiales. J'ai rejoint un club de pirogue à balancier et j'ai commencé à pagayer 2 fois par semaine. J'ai rendu le cadeau de mariage et j'ai utilisé une partie du remboursement pour du matériel de randonnée. J'ai passé du temps avec des amis qui m'invitaient parce qu'ils voulaient ma compagnie, pas ma limite de crédit. Papa a continué à envoyer 350 $ chaque mois et n'a jamais manqué un paiement. Ses courriels sont devenus plus honnêtes. Il me disait quand l'atelier perdait un client sans me demander de remplacer le revenu. Il a commencé à travailler avec un conseiller pour petites entreprises. Après le 6e paiement, il a écrit qu'il comprenait enfin à quelle fréquence il traitait ma compétence comme une permission de me mettre plus de poids sur les épaules. Je ne lui ai pas pardonné immédiatement. La constance comptait plus qu'une phrase réfléchie. Pourtant, j'ai répondu à certains courriels. La porte entre nous n'était pas ouverte, mais elle n'était plus scellée. Phoebe m'a contacté près de 5 mois après le mariage. Son message était plus court que le premier. Elle a admis qu'elle savait que maman prévoyait de me garder à l'extérieur et qu'elle était restée silencieuse parce qu'elle craignait de perdre le mariage et l'approbation des Catons. Elle a reconnu qu'elle m'avait vu à travers la vitre et s'était détournée. Elle a dit qu'elle m'avait laissé financer une célébration où je n'étais peut-être pas la bienvenue. Il n'y avait pas de demande d'argent, pas de reproche, et pas de demande que je parle à Grant. Elle comprendrait si je ne lui faisais plus jamais confiance. C'était la première excuse qui nommait la blessure. J'ai accepté un appel téléphonique. Je lui ai dit que reconstruire notre relation nécessiterait du temps, de l'honnêteté et aucune dépendance financière. Elle a accepté. Nous parlons maintenant environ 30 minutes une fois par mois. Les appels sont parfois inconfortables, mais au moins nous ne faisons plus semblant. Grant et Phoebe sont toujours mariés. Ils continuent le conseil et le paiement du prêt. Leur mariage a commencé avec une fissure, mais les fissures peuvent montrer où un renforcement est nécessaire. Leur succès dépendra de ce qu'ils construiront à partir de la vérité, pas de la beauté de leurs photos. Maman n'a pas présenté de véritables excuses. Elle qualifie toujours le mariage de malentendu et dit aux parents que j'ai réagi durement. La différence est que je ne cours plus après son approbation ni ne conteste sa version. J'ai envoyé un dernier courriel disant que je considérerais un contact limité seulement après qu'elle ait reconnu 3 faits. Elle a dit aux Catons que j'étais brouillé quand je ne l'étais pas. Elle a accepté mon argent tout en prévoyant de m'exclure. Elle a nié mon identité pour protéger son image. Tant qu'elle ne pourrait pas énoncer ces faits sans changer de sujet, je ne reprendrai pas la relation. Elle n'a pas répondu. Je croyais autrefois qu'une limite échouait si l'autre personne refusait de la comprendre. Maintenant je sais que la compréhension n'est pas requise. Une limite n'est pas un argument que vous devez gagner. C'est une information sur ce que vous permettrez et ce qui se passera lorsque la limite sera franchie. C'était l'éducation la plus précieuse que le mariage m'ait donnée. L'amour familial ne devrait jamais exiger qu'une personne devienne le pourvoyeur, le sauveur,
le médiateur et le témoin silencieux permanent. Aider peut être généreux, mais protéger à plusieurs reprises les gens des conséquences peut les empêcher de devenir responsables. De véritables excuses doivent nommer le comportement, reconnaître le préjudice et inclure un effort pour le réparer. Les remboursements de papa n'ont pas effacé ce qui s'est passé, mais ils ont montré une prise de responsabilité. Les deuxièmes excuses de Phoebe n'ont pas restauré la confiance, mais elles ont créé un endroit où la confiance pourrait grandir. Le refus de maman m'a appris que la réconciliation ne peut pas être construite par une seule personne. Je n'ai pas gagné parce que mes parents ont dû payer 38,000 $ ou parce que papa a perdu un contrat. Ces résultats appartiennent à leur choix. Ma victoire était plus simple. J'ai arrêté de payer pour une place dans une famille qui accueillait mes ressources mais pas moi. Je n'ai pas interrompu le mariage, répandu de rumeurs, endommagé de biens ou manipulé de contrats. J'ai suivi l'accord, dit la vérité et permis à 4 adultes de payer pour la célébration qu'ils avaient planifiée. Pendant des années, j'ai pensé qu'être une bonne fille signifiait absorber tous les coups sans me plaindre. Maintenant, je comprends que le respect de soi n'est pas de la cruauté et que dire non n'est pas de l'abandon. Parfois, l'action la plus aimante est d'arrêter de sauver les gens des leçons que leur comportement a créées. La vraie famille n'est pas définie par qui partage votre nom de famille ou appelle lorsqu'une facture arrive. Elle est définie par l'honnêteté, le respect, la responsabilité et si quelqu'un vous fait encore de la place quand vous n'avez rien à offrir à part vous-même. Si vous étiez à l'extérieur de ce lieu, auriez-vous approuvé le paiement de 38,000 $ ou auriez-vous tracé la même ligne? Commentez et limite. Si vous avez appris à protéger votre paix ou si vous essayez toujours d'arrêter de porter tout le monde sur vos épaules, il n'y a aucune honte à admettre où vous en êtes. Reconnaître le schéma peut être le premier pas pour le changer. Merci d'avoir regardé cette histoire et d'avoir partagé ce moment avec nous. Tout dans cette vidéo est fictif et créé uniquement à des fins de divertissement, de narration dramatique et d'éducation. Nous voulons vous rappeler que lorsque la vie expose les véritables intentions de quelqu'un, la leçon n'est pas de vous blâmer d'avoir fait confiance, mais de vous faire suffisamment confiance pour partir.